On vit une époque assez particulière depuis le lancement de l'offensive de la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022. Et même si ça va être complètement impossible de tout raconter en 5 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux pour que tu comprennes ce qui se passe derrière tout ça. Le truc à comprendre, c'est que déjà, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Par exemple, en 2008, Poutine disait dans le quotidien Kommersant « Mais qu'est-ce que l'Ukraine? Même pas un État. Une partie de son territoire, c'est l'Europe centrale. L'autre partie, la plus importante, c'est nous qui lui avons donné. » En fait, plus de 30 ans après l'effondrement de l'URSS en 1991 et l'indépendance du pays, il y a toujours eu des gros clivages en Ukraine, à commencer par celui de la langue. D'après un recensement qui a eu lieu en 2001 dans les régions de Lugansk et Donetsk, la part de population qui identifie le russe dans ces régions en tant que première langue, elle est de 69 et 75%. Et en Crimée, qui a été annexée en 2014 par la Russie, c'est plus de 76% des gens. Et les vrais problèmes dans ce conflit, ils ont commencé à arriver en 2004, lors de l'élection présidentielle où le candidat pro-européen, qui s'appelait Viktor Yushchenko, a été élu. Le problème, c'est que l'élection, elle a complètement coupé le pays en deux. Le candidat pro-européen, il a fait des scores entre 70 et 95% à l'ouest du pays, alors que son opposant pro-russe, il faisait des scores de plus de 90% dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Et c'est ces régions-là qui ont été reconnues indépendantes par Poutine le 21 février. Et donc en 2014, la Russie, elle a fait un coup de force en annexant la Crimée, qui est juste une petite péninsule à l'est du pays. Et cette annexion militaire, elle est validée par référendum le 16 mars 2014, avec quasiment 97% des voix de la population de Crimée en faveur du rattachement à Moscou. Au même moment, il y a des manifs pro-russes qui ont lieu à l'est et au sud du pays, notamment à Kharkiv, Odessa et Donetsk. Et c'est ça qui marque le début de la guerre qu'on appelle la guerre du Donbass. Donbass, c'est le nom de la région en question. Et c'est à ce moment-là que le président Viktor Yushchenko se fait renverser. Et le 11 mai 2014, il y a 2 référendums qui sont lancés, à Donetsk et à Lugansk, mais qui sont pas reconnus ni par les Européens, ni par le gouvernement ukrainien. Et dans ces référendums d'indépendance, le oui l'emporte à chaque fois massivement. Bref, le 5 septembre 2014, donc un petit peu plus tard, il y a un premier cessez-le-feu qui est signé et qui marche pas vraiment, et donc un nouveau cessez-le-feu est signé en 2015 sous le nom des accords de Minsk II. Et ces accords, ils coupent la région du Donbass en deux, avec d'un côté les territoires contrôlés par le gouvernement de Kiev pro-européen, et de l'autre côté les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, qui sont donc tenues par des groupes séparatistes pro-russes. Et c'est resté un peu comme ça jusqu'à octobre 2021, où la Russie commence à amasser des troupes militaires au niveau de ces deux régions, à la frontière ukrainienne. Mais genre plein de troupes, des centaines de milliers de troupes. Et en décembre 2021, le chef d'état-major des armées russes estime que vu que Kiev se met à utiliser des systèmes anti-chars, qu'on appelle les Javelin, qui ont été fournis par les États-Unis dans le Donbass, le gouvernement ukrainien viole les accords de Minsk. Et donc un mois plus tard, en janvier 2022, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine affirme que le respect des accords de Minsk, ça veut dire la destruction du pays. Parce que je cite, lorsqu'ils ont été signés sous la menace des armées russes, il était déjà clair pour toute personne rationnelle qu'il était impossible de mettre en application ces documents. Et c'est là qu'on arrive le 15 février 2022, où la Douma, qui est la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, vote une demande auprès du président Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine. Et ça, c'est absolument pas conforme avec les accords de Minsk. Et la Russie reconnaît officiellement l'indépendance de ces républiques le 21 février 2022. Et le 22 février, Poutine décrète que les accords de Minsk n'existent plus et que c'est l'Ukraine et non la Russie qui est à blâmer pour leur effondrement. Et dans la foulée directement, il ordonne à l'armée russe de rentrer dans les territoires des républiques autoproclamées pour y maintenir la paix. Mais en quelques jours à peine, cette invasion, elle est devenue complète dans le pays. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les troupes russes sont déjà visibles dans la capitale Kiev, qui est très loin de ces régions. Et c'est là qu'en fait l'Europe, elle a vachement de mal à se positionner. Parce que techniquement, l'Ukraine, elle est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance politico-militaire qui a été créée en 1949 et qui comporte aujourd'hui une trentaine de pays. Et le problème pour la Russie, c'est que l'OTAN, ça arrête pas de s'élargir depuis 30 ans. Et notamment, ça fait un bout de temps que l'Ukraine demande d'y entrer. Et le président actuel, Volodymyr Zelensky, il a relancé sa demande d'adhésion en urgence quand l'invasion russe a commencé. Mais jusqu'à présent, il y avait un consensus entre les membres de l'OTAN pour refuser l'entrée à l'Ukraine, pour justement pas déclencher une crise majeure avec la Russie. Parce que le vrai problème de la Russie par rapport à l'OTAN, c'est que selon Édouard Simon, qui est directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, la mission principale et historique de l'OTAN, elle a jamais totalement disparu, et c'est la défense de l'Europe en pleine guerre froide vis-à-vis de la menace de l'URSS. Et donc le truc, c'est que quand les troupes russes ont commencé à s'amasser à la frontière ukrainienne,
Poutine, il disait clairement qu'il allait les enlever, seulement si l'OTAN s'engageait à refuser complètement l'entrée de l'Ukraine à l'intérieur de son alliance. Et cette condition-là, elle a été refusée. En fait, la Russie, ils ont pas du tout envie d'être voisins directs de l'OTAN. Et ça fait plusieurs semaines que Poutine, il arrête pas de répéter qu'il exige la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN et l'absence de déploiement militaire qui pourrait menacer la Russie. Ce qui inclut le retrait des bases militaires de l'OTAN en Europe de l'Est. Et ces conditions-là, elles ont aussi été refusées. Et donc pourquoi l'Ukraine se retrouve toute seule aujourd'hui? Tout simplement parce que techniquement, entrer en guerre avec un pays de l'OTAN, ça enrôle automatiquement les 30 pays de l'Alliance. Ça s'appelle le principe de défense collective. Et donc vu que l'Ukraine, aujourd'hui, ça en fait pas partie, si un pays devait envoyer des soldats sur le terrain pour les aider à se défendre, en fait ce pays, il rentrera en guerre tout seul contre la Russie. Donc en fait, le seul truc que les autres pays peuvent faire, c'est d'envoyer du matériel, c'est tout. Donc c'est ça qui explique l'espèce de paralysie générale et les sanctions qui sont en fait purement économiques. On parle carrément de supprimer la Russie du système bancaire international SWIFT. Même si pour l'instant il y a encore certains pays qui s'y opposent. Bref, il y a d'autres lourdes sanctions économiques qui ont commencé à tomber, notamment en gelant des avoirs de certains des oligarques et milliardaires russes. Mais en fait, une asphyxie économique de la Russie, c'est quasiment impossible. Pour une seule et bonne raison, elle pourra toujours se tourner vers la Chine si elle a besoin de faire du commerce. Et donc en fait, elle pourra vendre ses produits via la Chine au reste du monde. En 2014, après l'annexion de la Crimée, il y a déjà eu des sanctions économiques. Et donc la Russie, ils ont simplement appris à faire sans l'Europe. Et même vu que la menace de les sortir du système bancaire SWIFT, elle a déjà été brandie en 2014, les banques russes, elles ont créé leur propre système. Et les milliardaires auxquels on est en train de geler le patrimoine, ils ont déjà rapatrié leur truc depuis un bout de temps, quoi. Et en plus, un des gros problèmes de l'Europe, c'est que le gaz naturel russe, ça représente une part énorme des importations énergétiques qu'on fait. Donc en fait, des sanctions qui seraient trop lourdes et qui nous couperaient complètement de la Russie, ce serait compliqué dans les deux camps. Et en plus, pour que les sanctions marchent, il faut que la Chine soit au minimum neutre dans le conflit. Parce qu'en cas d'alliance entre la Chine et la Russie, les sanctions, elles ont un impact qui est vachement limité. Bon voilà, clairement en 5 minutes, c'est dur d'aborder tous les sujets, mais j'espère que ça te donne une meilleure compréhension de pourquoi tout à coup, il y a une guerre en Europe en 2022. N'hésite pas à donner plus d'infos en commentaire si t'en as, ou poser des questions, ou répondre aux questions des autres. Là, c'est vraiment, on a besoin d'informations. Allez, à plus.